Bienvenue dans le débat de France 24. Il passera vraisemblablement le restant de ses jours en prison. Âgé de 67 ans, Harvey Weinstein est condamné à 23 années de rétention. C'est presque la peine maximale qui vient donc de lui être infligée, 2 semaines après qu'un tribunal pénal de Manhattan l'a reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 2 plaignantes. 2 victimes dont les plaintes ont donc été instruites sur plus de 80 femmes qui accusent l'ex-mania d'Hollywood de les avoir harcelées ou agressées sexuellement. Lui n'admet que des relations librement consenties avec chacune de ses accusatrices. Dans un climat où les débats sont vifs, on vient de le voir à l'occasion des Césars ici en France, la justice peut-elle passer sereinement ? Et à quel moment doit-on condamner, du moins dans l'opinion publique, les auteurs présumés de tels faits ? On en débat avec Malcy Catlino. Bonjour, vous êtes membre du collectif Nous Toutes. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec également Delphine Meillet, avocate, pénaliste au barreau de Paris. Vous êtes signataire de la tribune parue dans Le Monde, dans laquelle 114 avocates pénalistes, se revendiquant comme vous du féminisme, rappellent les principes de la présomption d'innocence et de la prescription. Tribune intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle ». Également avec nous, Julia Pietri, écrivaine, fondatrice du Gang du Clito. Vous êtes auteur, vous, de « On ne naît pas féministe, on le devient ». C'est paru aux éditions Le Duc. Merci d'être avec nous. Et puis, avec nous en direct de Los Angeles, le correspondant de France 24 sur place, Loïc Piala. Bonjour. Bonjour. Loïc, Los Angeles, c'est la ville où régnait autrefois Harvey Weinstein, l'un des grands noms. Comment réagit-on sur place à cette condamnation, ces 23 années de prison auxquelles il vient d'être condamné ? Alors la principale réaction, c'est celle des silence breakers, les briseuses de silence, 24 femmes qui accusent Harvey Weinstein de les avoir agressées. Parmi elles, les actrices Rosanna Arquette, Ashley Judd ou encore Rose McGowan. Rose McGowan qu'on a souvent entendu se prononcer sur les affaires Harvey Weinstein. Et ce qu'elles expliquent, c'est que cette condamnation de prison, c'est évidemment une bonne chose parce qu'elle va être restée associée à tout jamais Harvey Weinstein, qui restera donc un violeur condamné par la justice. Mais elles insistent sur le fait qu'aucune peine de prison ne peut remplacer les vies qu'il a détruites, les carrières qu'il a détruites. Et puis elles insistent également sur le fait qu'elle continue ce qu'elles appellent une croisade pour un changement culturel à Hollywood et plus globalement dans la société américaine. On le sait, quand Harvey Weinstein est tombé à l'automne 2017, beaucoup d'autres personnalités hollywoodiennes ont été ensuite condamnées, beaucoup de bouches se sont ouvertes, beaucoup de langues se sont déliées et donc le phénomène continue d'évoluer. Hollywood n'a pas évidemment changé du jour au lendemain, le changement prendra du temps et c'est là-dessus qu'ont voulu insister notamment ces 24 femmes. 23 ans de prison à New York pour Harvey Weinstein, qui n'en a pas fini avec la justice californienne notamment. Oui, parce que 2 femmes l'accusent d'agression pour l'année 2013. Vous l'avez dit, il y a plus de 80 personnes qui l'accusent d'agression. Mais ces 2 femmes-là, cette affaire devrait aller devant un tribunal à Los Angeles. On ne sait pas encore exactement la date. Ce qui s'est passé évidemment à New York va renforcer les accusatrices. On attend maintenant de savoir quand la justice va se saisir de ce dossier, quand Harvey Weinstein va de nouveau se présenter face à un juge. Et évidemment, parce que ce sera à Los Angeles, tout près d'Hollywood, où vous disiez il a régné pendant tant d'années, cette affaire-là aussi aura beaucoup d'écho et puis elle va sans doute rajouter des années de prison à ces 23 qu'il a dont il a déjà écopé avec ce tribunal à New York. Merci Loïc Piala avec nous en direct de Los Angeles. 23 années de prison, c'est donc la peine qui vient d'être infligée à Harvey Weinstein, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle à New York. Écoutez la réaction de son avocate. La peine qui a été prononcée par la Cour est obscène. Ce nombre est insupportable. Il y a des meurtriers qui sortiront de prison plus vite qu'Harvey Weinstein. Cette peine est le résultat de pressions exercées par des mouvements sur le public. Elle ne correspond pas aux éléments de preuve émis durant le procès. Elle ne correspond pas aux témoignages que nous avons entendus. Enfin, elle ne correspond ni aux preuves, ni à la justice. Obscène les 23 années de prison infligées à Harvey Weinstein pour le viol d'une femme et l'agression sexuelle d'une autre. Malcy Catlino, vous jugez comment, vous, cette peine ? Vous considérez qu'elle est mesurée ou elle vous semble excessive ? Alors, je ne peux pas me prononcer à la place de la justice américaine. Je me réjouis pas pour lui qu'il ait à faire ces 23 années de prison. En revanche, je pense que c'est un symbole fort pour briser enfin ce carcan d'impunité qui l'entoure depuis des années.
C'est votre avis aussi, je vous vois effectivement approuver, Julia Pietri. Pour vous, c'était important qu'il soit condamné à une peine qui ne soit pas que symbolique. Il risquait minimum 5 années de prison. Ses avocats avaient dit toute peine supérieure à 5 années équivaudrait à la perpétuité compte tenu de son état de santé. Bien sûr, 23 ans de prison, c'est pas rien. Donc il y a quand même une victoire derrière pour se dire qu'aujourd'hui, voilà le message qu'on donne à toutes les victimes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'impunité, comme tu dis. 23 ans, c'est pas rien. Après, je pense que pour ma part, c'est pas assez dans le sens par rapport à tout ce qu'il y avait derrière lui. Vous voulez parler des autres plaignantes, Oui, ou des autres femmes en tout cas qu'il accuse? Exactement. Pour l'instant, il n'a pas été jugé pour des crimes en série, alors que là, ce qu'il accuse clairement, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages et beaucoup d'accusations qui, Le facteur aggravant de prédation n'a pas été retenu. Hein. Exactement. Donc voilà, il n'y a pas tout encore qui est gagné. Mais qui aurait pu lui valoir pour le coup la vraie perpétuité. Exactement, oui. Perpétuité réelle. Ouais. Delphine Meillet, en tant qu'avocate, ça vous semble correspondre à l'échelle de peine qui correspond finalement à ce qui est reproché, ce pourquoi il a été reconnu coupable? Sur la peine, je ne peux pas me prononcer. C'est une peine américaine. Les peines françaises sont différentes. En France, il aurait été condamné à moins d'années de prison. 15 ans, 20 ans maximum, avec des circonstances aggravantes. La peine classique, lorsque la personne comparaît pour la première fois pour viol, en tout cas, souvent c'est entre 8, 9, 10, 11, 12 ans, les peines qu'on prononce en France. Reste une question en droit, une condamnation sur la foi de témoignages, puisqu'il n'y a pas de preuves physiques ou matérielles. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent, même très très souvent le cas en matière de viol. C'est la difficulté, c'est que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et que la question du consentement est très souvent au cœur du débat. Là, dans l'affaire Weinstein, on peut se féliciter d'une décision judiciaire. Il y a eu une instruction. Il y a eu une audience avec un contradictoire respecté. Weinstein a pu se défendre, les victimes ont pu se défendre. Et finalement, on arrive à cette peine de 23 ans de prison. Donc vous n'y voyez pas un risque, hein. Pour vous, c'est salutaire. Je salue le fait qu'il y ait eu un procès. Oui, absolument. Malcy Catlino, c'est le prix à payer pour voir la parole des victimes enfin libérée, cette peur jusque-là de ne pas être entendue ni d'obtenir justice? Alors... Le fait de condamner, voilà, en l'absence d'éléments matériels qui prouveraient la contrainte. Oui. Mais en réalité, c'est souvent le cas en matière de viol et c'est la plupart du temps défavorable à la victime. Où on parle beaucoup de la présomption d'innocence des auteurs présumés de ces crimes, mais en réalité, il y a surtout une présomption permanente de mensonge de la part des femmes qui portent plainte. Donc justement, recevoir cette parole comme une parole crédible, pour vous, ça peut provoquer un changement et c'est de nature à inciter en tout cas d'autres femmes à témoigner librement justement de ce qu'elles ont subi pour ne pas craindre justement de prêcher dans le désert. Alors je pense qu'on n'y est pas du tout encore. Il y a encore énormément de choses qui intiment les femmes au silence, que ce soit dans l'entourage des femmes, quand on annonce un viol, tout le monde essaye de décrédibiliser la chose. Quand on essaye de dénoncer les faits, que ce soit dans son entreprise, dans un commissariat, on est très souvent aussi décrédibilisé et plus ou moins rejeté. Voilà, là on arrive à une condamnation dans le cas de Weinstein, mais vous l'avez rappelé dans le reportage, il y a plus de 80 femmes qui ont dénoncé des faits. Et s'il y a un point commun qu'on peut trouver entre Weinstein, Ruggia et Matzneff, c'est que dans tous les cas, c'était un secret de polichinelle. Christophe Ruggia, réalisateur, Gabriel Matzneff, écrivain. Oui. À Hollywood, tout le monde savait. C'était en 98, on parlait déjà de promotion canapé. En 2005, une actrice disait « Si vous invite à une fête privée Four Seasons, n'y allez pas ». En 2013, l'animateur des Oscars plaisantait en disant que félicitations à vous, voilà 5 actrices qui n'auront pas à prétendre être attirées sexuellement par Harvey Weinstein à partir de maintenant. En 2015 lui-même, il a admis avoir commis des attouchements sur une mannequin de 22 ans. Et le procureur n'a pas poursuivi, alors que c'était que la police préconisait de le faire. Et en 2016, il a déboursé 1,3 million de dollars
à des sociétés privées pour décrédibiliser ces victimes en leur faisant dépendre de mauvais profils psychologiques. Donc, en réalité, là, on arrive à une condamnation qui peut paraître assez forte. Mais c'est vraiment l'aboutissement d'années et d'années d'impunité. Et l'arbre qui cache la forêt, si l'on en croit ce que vous nous dites, hein, effectivement. Delphine Meillet, ce n'est pas vraiment ce que disent en tout cas les avocates qui, avec vous, ont signé cette tribune. Je vous cite, « Il est faux d'affirmer que l'ordre judiciaire ferait montre aujourd'hui de violence systémique à l'endroit des femmes ou qu'il ne prendrait pas suffisamment en considération leurs paroles. » Oui, effectivement, là je viens d'entendre deux éléments qui m'hérissent. Que vous dire, présomption de mensonge? Non. Pas présomption de mensonge, absolument pas. C'est même tout le contraire. Une fois qu'on parvient au commissariat, je ne dis pas que la démarche avant d'aller au commissariat n'est pas difficile déjà personnellement et dans son entourage. Évidemment, c'est difficile. Et d'arriver au commissariat pour parler de sa sexualité ou d'un acte extrêmement difficile qui est arrivé, c'est évidemment difficile et tout le monde l'entend. Mais présomption de mensonge, c'est tout le contraire. Ce que je veux dire, c'est que on prend en considération la parole d'une femme qui vient déposer plainte pour viol. Aujourd'hui, c'est une évidence. Ce n'est pas un mot neutre. On vient porter plainte pour viol, on s'intéresse à cette personne. Maintenant, c'est difficile pour elle, c'est le parcours du combattant, parce que la justice remet en cause votre parole. Que vous soyez accusé, que vous soyez partie civile. Pas encore victime, puisqu'on devient victime lorsqu'on est reconnu victime par un tribunal. Donc oui, ce que j'entends, c'est que ce qui nous est reproché dans notre tribune, c'est qu'il y a présomption, soi-disant, de mensonge. C'est faux, c'est absolument faux. C'est l'adversité à laquelle doit faire face toute victime devant un tribunal. Ne remettons pas en question la parole de la femme qui vient porter plainte. Évidemment, elle existe, cette parole. Ce qu'on remet en cause, c'est le fait qu'on puisse, ce que vous remettez en cause, c'est le fait qu'on ne puisse pas la remettre en cause. Or, c'est bien le cas. Le code de procédure pénale en matière de viol demande à ce que la victime, la partie civile, soit expertisée psychologiquement, psychiatriquement, tout autant que l'accusé, parce qu'on veut savoir si cette personne est mythomane ou pas. Et c'est dans tous les cas, c'est le code de procédure pénale qui le prévoit. Juliette Plétry, pas de traitement de défaveur finalement envers les victimes de viol par rapport au traitement finalement réservé à l'ensemble des victimes qui doivent faire la preuve de ce qu'elles ont subi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec vous parce que, voilà, peut-être d'un point de vue judiciaire, quand on y travaille, mais dans la vie du quotidien, en fait, il y a la grande notion du consentement qui est important dans ce procès, puisque, comme vous dites, c'est parole contre parole. Et en fait, le consentement, c'est quoi? Et c'est la notion qui manque aujourd'hui, et on y arrive au fur et à mesure, parler de ce qu'est le consentement, parce que le consentement, c'est pas que dans les questions sexuelles, mais c'est dans le quotidien. C'est-à-dire que la culture du viol, aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. Et là où je te rejoins, où tu dis voilà, il y a une présomption de mensonge, alors peut-être pas au niveau judiciaire, mais en tout cas, culturellement, oui, elle existe. Elle existe bel et bien. C'est-à-dire qu'on est encore dans une culture où on apprend aux jeunes filles à ne pas se faire violer, mais on n'apprend pas aux jeunes garçons à ne pas violer. La culture du viol, elle est autour de nous. On la connaît tous. C'est celle qui dit aux jeunes filles de ne pas sortir tard le soir, de rester en groupe, de se dire « Ah oui, tu t'es fait emmerder ou tu t'es fait violer, mais tu étais en jupe. » Voilà, c'est toujours un petit peu le côté où on va toujours faire culpabiliser les victimes et donner toujours plus de paroles aux puissants, et c'est-à-dire pour le moment aux hommes puissants qui sont des prédateurs en fait. Et ça, je pense que les hommes puissants sont des prédateurs. Non, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. C'est juste pas possible. Culturellement, je parle dans la culture du viol, c'est-à-dire que oui, non, mais c'est pas possible. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Oui, mais ce que vous opposez, c'est les dominants et les dominés. C'est un prisme qui est faux. On éduque comme ça. Donc en fait, dans le consentement, le problème c'est que beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est, mais beaucoup d'hommes non plus. Les femmes qui se font violer, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'elles se font violer, et des hommes ne savent même pas qu'ils les ont violées. Parce que pourquoi en fait ils sont pas, c'est pas le viol, oui on va se faire violer à minuit par quelqu'un avec un couteau sous la gorge et laisser pour mort sur un trottoir. Le viol suppose quand même une contrainte ou au moins une emprise. Non, pas du tout. Quand on regarde les chiffres, par exemple, 9 femmes sur 10 ont déjà ressenti une pression d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel. Oui.
Oui. Le code pénal le viol suppose une contrainte, violence, menace oui, ou mais surprise. qu'est-ce qu'une contrainte une contrainte culturelle peut être aussi une contrainte, en fait. Alors, la difficulté, effectivement, et dans toutes les audiences, très souvent dans les audiences, on a ce problème-là, c'est la question du consentement. C'est le fait que la victime qui est inerte parce qu'elle est tétanisée, eh bien, l'auteur, l'accusé, estime que, étant donné qu'elle n'a pas réagi, eh bien, c'est qu'elle était consentante. Et c'est ce qui va vous exprimer à l'audience. Sauf que il faut l'amener à comprendre qu'elle avait émis des signes. En tous les cas, il doit être capable de comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Jusqu'à dans remettre certaines en situations, cause les pas dans codes toutes. sociaux ou l'organisation de la société, parce que finalement, c'est ce à quoi vous appelez, à une remise en cause de l'ordre social d'une certaine manière. Bien sûr, oui. Là, on est dans un autre domaine. Oui, on est dans un droit, autre domaine, effectivement. Non, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut éduquer les hommes de manière générale, Bien et sûr. depuis dans le sens la nuit des que- temps sur la question du consentement. Mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez mis dans le même stack Weinstein, Oui. Ruggia, Matzneff. C'est pas la alors, même chose. On va en C'est parler pas dans la un même instant chose. et je vais vous redonner la parole juste après une courte pause, Delphine Meillet. On poursuivra le débat sur effectivement ces autres cas qui animent aujourd'hui le débat public. Retour au débat de France 24. On continue d'évoquer la peine infligée à Harvey Weinstein, 23 ans de prison pour l'ancien producteur d'Hollywood reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur deux femmes, alors que 80 accusent aujourd'hui l'ancien producteur de diverses atteintes sexuelles à leur égard. Et puis il y a également ces nombreux cas dont on parle ces derniers temps, l'auteur, l'écrivain Gabriel Matzneff, Roman Polanski, dont l'absence au César a malgré tout défrayé la 45e cérémonie des professionnels du cinéma. Et puis bien sûr, de très nombreux cas dernièrement. On continue de l'évoquer avec Malcy Catlino, membre du collectif Nous Toutes, avec également Delphine Meillet, avocate pénaliste au barreau de Paris et signataire avec 114 avocates pénalistes d'une tribune qui rappelle les principes de la présomption d'innocence et de la prescription. Et avec enfin Julia Pietri, écrivaine, fondatrice du Gang du Clito et auteur d'On ne naît pas féministe, on le devient, aux éditions Le Duc. Voilà. On évoquait donc ces différents cas, comme pour Roman Polanski, comme pour Gabriel Matzneff, pour toutes ces affaires sexuelles qu'on médiatise, a fortiori bien sûr quand elles concernent les mineurs. Peut-on dire, d'après vous, Delphine Meillet, que la gravité de l'accusation emporte tout sur son passage ? Certainement pas. Certainement pas, c'est bien pour ça qu'on se bat. C'est-à-dire que ce qu'on a ressenti dans le combat de certaines féministes, c'est qu'il y avait une radicalité. Il y avait une radicalité sans absolument aucune nuance et qu'on accusait. Et accuser voulait dire condamner. Aujourd'hui, il suffit d'un tweet, il suffit d'un post Facebook, il suffit de rien du tout pour que une accusation soit devenue une condamnation, mais en rien. Et ça nous fait penser aux lettres de cachet de l'Ancien Régime, où on pouvait assassiner, juste par le bon vouloir, du roi. Et c'est finalement ça. On arrive dans cette société-là. Et c'est contre cette société qu'on se bat. Parce que c'est le règne de l'arbitraire. Et que notre société démocratique, alors ça paraît peut-être particulier de le dire, mais on sent qu'il faut vraiment le rappeler. Et comme avocate pénaliste, on l'a toute senti. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour les tribunaux. C'est-à-dire que le tribunal médiatique prend toute la place et ce qui se passe sur les réseaux vaut réalité. Or, c'est tellement pas le cas. Aujourd'hui, on a besoin de nuances. La vérité judiciaire est finalement la seule qui compte. On ne peut accuser sans conséquences gravissimes. Et à l'issue des Césars, nous avons toutes ressenti un malaise absolument terrible. Toutes les signataires, évidemment, toutes les 114 signataires. Nous avons toutes ressenti très profondément dans notre cœur d'avocate qu'il y avait atteinte à la présomption d'innocence, atteinte à la prescription. C'est-à-dire que dans le cas de Polanski, effectivement, il a été reconnu coupable de viol. Il a été reconnu coupable de viol, donc ça, il n'y a pas de difficulté sur une affaire, sur toutes les autres. Ce ne sont que des accusations, et il y en a 12, des accusations qui sont portées 30 ans plus tard. Donc si vous voulez, ça, c'est tout à fait contraire à l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est d'assurer la sécurité juridique dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on condamne quelqu'un, c'est que cette personne est passée par le chemin
du droit, le chemin des tribunaux, et seule la preuve qui peut se faire devant un tribunal vaut. Et pas l'absence de preuve via un tweet. Julia Pietri, on attend aujourd'hui, dans pareil cas, des tribunaux qu'ils condamnent avant même d'avoir jugé. Qui a condamné avant d'avoir jugé ? Moi, je vois que pour l'instant, la justice n'a pas toujours fait son travail, surtout par rapport aux victimes de violences, surtout dans les affaires où il fallait condamner des violeurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de dénoncer, il s'agit de dire qu'on n'est pas d'accord. Là où je vous suis, c'est qu'il faut de la nuance. Mais il faut aussi qu'il y ait des propos qui dénoncent, des propos radicaux, parce que si on aurait attendu que la justice fasse les choses en France, on en serait où ? 44, le droit de vote des femmes, il faut attendre 80 pour que le viol soit qualifié de crime par la loi. Alors heureusement qu'à cette époque-là, il y avait quand même des féministes qui étaient bien radicales et qui militaient pour que le viol soit qualifié de crime par la loi. En 92 seulement, la loi pénalise les violences conjugales et le harcèlement sur le lieu de travail. Donc en fait, faut pas attendre que la justice non, mais la justice se conforme à la société, si vous voulez. Elle suit les mouvements de la société. Pour moi, c'est justement la société qui fait changer les choses. Et nous avons raison, féministes, de dénoncer, d'être dans la rue et de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales aujourd'hui. C'est pas parce qu'on se lève pour dire qu'on n'accepte pas qu'un César soit donné à Polanski que l'on juge. On agit. Ce n'est pas déjà présumé de sa culpabilité. Eh bien, c'est nos points de vue. Après, de toute façon, il y a toujours des points de vue. Mais là, il n'y a pas justice. Il ne va pas au procès. Est-ce qu'il est... pour l'instant, qu'est-ce qui se passe de plus ? Qu'est-ce qui se passe de plus ? Oui, moi, je trouve ça aussi... Merci, Katlino. Bon, il y a plusieurs choses. Peut-on juger sereinement un homme alors que le tribunal de l'opinion, ou en tout cas une partie de l'opinion, exige déjà qu'il soit condamné ? Alors, on parle beaucoup du tribunal d'opinion, mais en attendant, par exemple, s'il n'y avait pas eu MeToo, Harvey Weinstein ne serait jamais retrouvé aujourd'hui devant un tribunal. Et Roman Polanski... Dans le cas présent, il est condamné. Dans le cas présent, il est condamné. Et reconnu coupable. Mais Harvey Weinstein avait déjà perdu son épouse, son travail, son métier. Une grande partie de sa vie avait déjà été bouleversée avant même que le jugement n'intervienne. Bon, ça, c'est... C'est une certitude. C'est une certitude. Il était déjà condamné sur les réseaux. En tout cas, on a bien vu que pour aboutir à une condamnation dans un vrai procès juridique, il a fallu malheureusement en passer par là, et ça a fait, je crois, beaucoup progresser la société. Donc on apprend aussi de ça, et on s'adapte pour les cas à nouveau. C'est juste, Roman Polanski a dit ne pas vouloir affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, prêt à fouler au pied l'état de droit. En attendant, j'ai quand même envie de lui demander si l'état de droit pour lui, c'est de continuer à fuir la justice. Alors qu'on sait qu'il est sous un mandat rouge d'Interpol depuis 1877. Il a plaidé coupable aux États-Unis à l'époque. Alors il a plaidé coupable pas pour viol, mais pour rapport sexuel illégal avec une mineure, oui, en l'échange de l'abandon des autres charges. Mais il est quand même accusé de... je pense aussi par rapport à Roman Polanski qu'on n'en serait pas là si il avait été jugé et condamné tout de suite. Ce qu'il disqualifie pour vous, c'est la morale aujourd'hui. Donc il y avait quand même des circonstances aggravantes au niveau de l'âge, de l'alcool, de drogue. Mais ce qu'il disqualifie pour vous il y a 43 ans. On parle de faits d'il y a 43 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ? J'ai l'impression que vous parlez d'hier. Mais ce n'était pas hier, c'était il y a 43 ans. En fait, juste pour revenir sur Polanski, et nous ne sommes pas les avocats de Polanski. Vous êtes partisane de la prescription en la matière ? Mais absolument. Pourquoi ? Imaginez-vous, la prescription aujourd'hui, pas donner raison aux victimes ? On peut porter plainte pour viol lorsqu'on s'est fait violer à 7 ans, 8 ans. Pas donner droit en tout cas aux victimes. Lorsqu'on s'est fait violer mineur. Aujourd'hui, on a la possibilité de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Il faut comprendre, donc c'est extraordinaire, c'est très long. Pourquoi et c'est très difficile. Pourquoi limiter dans le temps le recours à la justice ? Le seul crime qui est imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité, c'est le crime contre l'espèce. Le crime de viol, 30 ans, c'est extraordinaire, si vous voulez. 30 ans après 18 ans de prescription, c'est extraordinaire de revenir sur des faits d'il y a parfois 50 ans ou 40 ans avant. C'est difficile le pour les temps a victimes passé, de le pouvoir... temps est salvateur. Non, en fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Le temps est salvateur. Pourquoi dans le cas de Roman Polanski, le temps est pour salvateur. La citation d'Homère que nous citons dans notre tribune, que je trouve extraordinaire, c'est on laisse à l'homme une haine
immortel alors que lui-même est mortel. Le temps est salvateur. Si vous voulez, c'est salvateur également pour la Et victime. beaucoup de personnes qui nous regardent Pour ont la du mal à victime et comprendre. pour l'accusé. Eh bien, je vais Alors vous là- expliquer pourquoi. Vous comparaissez aujourd'hui devant un tribunal, vous avez 48 ans, et alors que les faits se sont produits lorsque vous aviez 8 ans. Où sont les preuves ? Le temps détruit les choses et le temps Mais là, permet c'est de se encore avec les reconstruire. preuves, Ça détruit les preuves, évidemment. Et Je ça pense permet, que ça permet si le temps détruit les l'apaisement. preuves, c'est un problème qui est vu au procès avec les juges qui sont là. Là, c'est un tout autre problème. L'intérêt de ce Excusez-moi, mais mouvement, c'est pas une l'intérêt de ce question de mouvement, c'est prescription. de Moi, j'ai dire envie aux de parler filles, aussi de- l'intérêt de ce mouvement, c'est de dire aux filles victimes de viols, d'agressions sexuelles, allez porter plainte. Et ça, oui, N'attendez pas, on est c'est tous ce d'accord. que vous voulez N'attendez pas, parce qu'ensuite vous allez reprocher. Alors, Merci, Il ne Catherine. faut pas Encore attendre, faut-il- il faut y aller tout de suite. D'accord. Mais après, une fois que le temps est passé, et c'est le cas dans Polanski, il y en a 12 qui 30 ans plus tard se répandent dans les médias en disant « Mais j'ai été violée il y a 35 ans ». Mais la de preuve preuve que non, le c'est temps tout ne passé. fait pas son travail. Mais ce n'est pas. Si Pardon, aujourd'hui il y a j'ai autant de monde dans la rue, ça touche autant de gens, c'est parce que, la justice. Non. Mais en quoi la justice Merci, ne fait pas son Catherine. travail? En quoi elle ne fait Ma- pas ma- son travail? ma- Elle ne fait pas son travail. Évidemment, Je n'ai pas non. dit la justice ne fait pas son travail. mais Pardonnez-moi, ne fait on pas va son entendre Le Melcy temps ne fait Catlino pas qui son veut travail. s'exprimer sur ce point depuis tout à l'heure. Oui, vous dites que 30 ans c'est trop long, mais pour beaucoup de victimes mineures qui ont subi des traumatismes et des troubles de la mémoire aussi associés à ces traumatismes, je vous renvoie notamment les personnes qui nous regardent aux travaux de Muriel Salmona. 30 ans, c'est parfois seulement le moment où on Je vous arrive à demanderai de venir dépasser ces assister à une traumatismes. audience d'une Pour- femme de 48 ans qui a été victime de viol. Après, vous lorsqu'elle en avait parlez. 7. Si je voulais juste dire. Et vous verrez la dire autre réalité chose. de la situation. Aujourd'hui, les plaintes pour viol, elles ont augmenté de 12% en 2018. Par contre, depuis 10 ans, les condamnations, elles ont baissé de 40%. Notamment en raison de la Vous ne pouvez pas imaginer que les magistrats ne sont quand pas vous dites il faut porter plainte, répressifs. il y a Ça, c'est pas possible. il y a seulement 18% des plaintes qui donnent lieu à une ouverture d'enquête. Mais pourquoi c'est la question de la preuve? C'est la question de la non, preuve c'est qui est pas la posée. question de la preuve. C'est pas la question de la mauvaise volonté de la justice. Mais non, c'est concernant, la question. bien qu'elle n'ait pas suffisamment de mauvaise moyens. volonté, Pas c'est juste la forcément question de la aller preuve, dénoncer c'est pas leurs autre chose. violeurs, puisque C'est le juste. Mais Aujourd'hui, une fois il y a qu'elles des le font, la machine dysfonctionnements. mais au au niveau niveau de- c'est pas si simple. Vous nous invitez à venir à un procès, mais venez c'est pas si simple. Je suis autour pas des dire que c'est ministres. simple. Je n'ai pas dit que c'était simple. C'est même Mais si, très vous compliqué dites- pour la Alors, dans ce victime. cas, vous dites que 30 ans ça suffit. Non, En je fait- dis évidemment 30 ans ça suffit parce que la personne a pu se reconstruire, l'accusé Donc, également. Dans la La tribune, personne n'a pas forcément pu se reconstruire. Et je vois Ça, pas en quoi ça vous le dérange temps- que les gens puissent. Alors vous voulez rendre les agressions sexuelles Dans- imprescriptibles? Moi, par Vous exemple, placez où oui, le c'est mon curseur? point de Mais vue. pourquoi les agressions sexuelles et pas le reste? Et le meurtre? Pourquoi ce serait pas Moi, imprescriptible? je vous dis pas ça, c'est un autre débat juridique. C'est Bah, juste que je vois pas pourquoi. Vous posez la Parce que vous êtes 30 ans, opposé à la prescription. C'est une position qui est tout à Moi, fait c'est mon point de vue. mais les j'ai meurtres, pas de- recevable, hein. parce qu'à partir du moment où la victime reste en vie, c'est différent. Parce que la victime continue à vivre avec cette douleur, continue à vivre avec un violeur ou un harceleur ou un bourreau qui est encore aussi dans sa vie ou encore en vie. Donc les choses sont différentes. Et- Ça, c'est un autre débat qui nous oppose. Admettons, parce Mais- que et ça quand on pourrait parle être de tant victimes d'hypothèses. Il y a mineures, tant la d'hypothèses. plupart, De toute façon, c'est une l'entend victime, dans leur forcément un entourage. bourreau. Oh, Quand on parle de victimes mineures, la plupart du temps, les victimes doivent vivre Oui. avec cette personne dans leur entourage Bien encore. sûr. on parle de prescription, qui d'ailleurs dépend aussi de la nature du délit en termes d'années et ou du crime. Et est-ce qu'on ne met pas, là, en ce moment aussi, sur le même plan, harcèlement, atteinte sexuelle, agression, viol, au risque de rendre la justice, finalement, aveugle au principe de proportionnalité de la peine? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire Ce n'est pas la même chose. Ah non, mais bien sûr que c'est pas la même chose. Il y a les délits et les crimes. Les délits et les crimes, les délits sont évidemment moins punis que les crimes. Mais aujourd'hui, nous, on est pour le débat. On est pour qu'on mette au cœur du débat la question du viol, la question du dépôt de plainte, la question de l'agression sexuelle, la question du harcèlement scolaire, évidemment. On défend. Et il se trouve que dans les 114 pénalistes, on est autant du côté des accusés que des victimes. Donc on sait exactement de quoi on parle. Les tribunaux sont les meilleures écoles de Vous êtes l'humanité, des avocats, les mais pas des meilleures psychologues. écoles de l'humanité, Donc, et ça vous donne. en droit, mais là, sur la et ça vous psychologie donne- des victimes, vous ça n'êtes vous pas donne- non plus une experte. Vous pouvez pas Non. parler au nom de toute la psychologie des victimes. Mais je ne parle pas au nom de toute la psychologie, je parle au nom de mon expérience. Le droit Et au nom doit-il se des calquer 114 sur la expériences psychologie des qui se victimes? regroupent dans cette tribune. Bien sûr, il faut en Non, prendre en mais compte. Le monde change, les mœurs changent, les cultures changent, et la psychologie aussi doit maintenant être prise en compte. Il y a des choses qu'on prend en compte aujourd'hui qu'on ne prenait pas en compte avant. Il y a des situations atténuantes. Il y a plein de choses qui changent, et ça, on peut pas. Je voulais vous faire réagir
qui a été fait. Alors, je voulais vous faire réagir à ce que vous écrivez. Vous dites « Présumer de la bonne foi de toute femme se déclarant victime de violences sexuelles reviendrait à sacraliser arbitrairement sa parole, en aucun cas à la libérer. » C'est qui C'est le texte, cette tribune justement, de ces 114 juristes dont fait partie je pense Delphine Meillet. En tout cas, un procès comme le verdict là, de Weinstein qu'on vient d'avoir, je pense qu'il va libérer les paroles plus que de les sacraliser. Sacraliser, ça veut dire qu'on ne peut pas s'y opposer, ou en tout cas apporter un quelconque contre-argument et mettre un bémol sur tel ou tel aspect d'un dossier, c'est immédiatement se faire accuser d'excuser ou de justifier les faits allégués. Oui, j'ai bien compris, mais on passe, si vous voulez, d'un tout à l'autre. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on commence à peine à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dénoncer. Donc, bon, ça fait mal à certains pour le moment. Dénoncer, évidemment, dénoncer devant un officier de police judiciaire, oui. Dénoncer sur les réseaux sociaux, non. Mais en fait, on peut dénoncer. On n'est pas pour la justice arbitraire. Non. La justice... non, mais vous pouvez le faire, la liberté d'expression, Bien on l'a sûr, tous, voilà, évidemment. Non, c'est pas dénoncer, c'est juger la justice. On est d'accord. Le cas de Sandra Muller, qui est à l'origine. Le cas de Sandra Muller, cette journaliste qui donc vit à New York pour la lettre de l'audiovisuel, qui est à l'origine de ce hashtag Balance ton porc pour dénoncer le harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime. Elle avait été finalement condamnée pour diffamation par le tribunal de Paris. Ça vous inspire quoi? Vous l'avez vécu comme un déni de justice? Mais pas du tout. Il y a toujours, en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où... parce que les femmes, elles ont toujours parlé, mais on ne les écoutait pas. Et maintenant, on les écoute et on prend toujours des cas... isolée pour dire vous voyez, il y en a une qui a menti. Vous voyez. Sauf qu'elle était dans une position assez éminente puisqu'elle avait lancé ce hashtag. Oui, et finalement, il y a tout ce que ça a créé. Moi, je pense que ce mensonge-là, est-ce qu'il n'était pas Moi, je pense que vous êtes de mauvaise foi parce que j'ai vu des pancartes, j'en ai vu beaucoup qui nous disaient une femme parle, on la croit. Et je suis désolée. Oui, évidemment. Une femme parle, on ne la croit pas nécessairement. Et un homme non plus. On ne sacralise pas la parole de la femme ni de l'homme parce que sacraliser la parole de la femme, c'est la diminuer. C'est dire ce qu'elle dit nécessairement, c'est vrai. Parce qu'on vit dans une société, mais elle est aussi forte qu'un homme. Parce que tant qu'elle est dominante, tant qu'il y a une dominante, on remet en question la parole de l'homme comme celle de la femme. Il faut donner plus d'importance à la parole des femmes qui, aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, et c'est pour ça qu'on se bat encore, sont majoritairement les victimes et les dominées. Vous pensez qu'il faut prendre en compte le contexte? Finalement, le contexte historique et politique du moment dans lequel nous nous situons. J'aimerais qu'un jour, justement, on n'ait pas à sacraliser ni les paroles des femmes et des hommes, parce qu'on vivrait justement dans un monde beaucoup plus égalitaire. Et dans ce cas-là, on ne se poserait pas ce problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment que vous confisquiez la parole, justement, à ceux qui pensaient autrement. À ceux qui pensaient autrement et qui se disaient qu'il fallait ramener au cœur du débat les principes de l'état de droit. Non, mais sérieusement, de présomption d'innocence, de prescription, d'évidence. Malcy Catlino. Mais je pense qu'on parle... On parle pas de la même dimension. On n'est pas en train de défendre le fait dans le cours d'une procédure... De revenir sur la procédure contradictoire en droit. Évidemment que dans un cours d'un procès, il y a une procédure contradictoire. Et évidemment qu'il faut que l'enquête elle soit menée correctement. Pour autant, ça n'enlève pas plusieurs choses. On a tout à fait le droit, par ailleurs, quand on est dans la vie quotidienne, au contact de toutes ces femmes dans notre entourage et qu'on peut rencontrer, qui sont dans une énorme proportion victimes de violences. Et évidemment que la position tenir compte de l'état de la société humaniste dans ce cas, c'est de les croire et de les soutenir, parce que c'est ce que justement ne fait pas tout le reste de la société. C'est ce que ne font pas toutes les personnes autour d'elles qui veulent le remettre en cause leurs paroles. Mais toutes les personnes de leur entourage. Mais qui? Vous, par exemple, apparemment. Je respecte le code de procédure pénale et j'estime. Non, mais là aussi, il n'est pas toutes les paroles. Si vous voulez, toutes les paroles. Du harcèlement, je défends autant des victimes que des auteurs. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le militantisme et le féminisme, aussi le terrain et du quotidien. Vous parlez de justice, vous êtes avocate, on n'a pas le même métier. Moi, je suis écrivaine, je suis militante, tu es militante. Donc forcément, on n'est pas dans les mêmes réalités. Vous savez, on n'est pas que avocate. On a aussi un univers qui est propre à nous. Vous parlez du droit. On rencontre des gens dans la qui sont également victimes. Par exemple, si on revient à l'affaire Polanski et vous dites il ne faut pas la présomption d'innocence, on est qui pour juger? Moi, ça me rappelle un petit peu quand Frédéric Becbédé a fait une chronique et on voit encore Lambert Wilson qui s'insurge de ce qui s'est passé au César, alors qu'il parle de violence, que c'est hyène féministe. Mais où est la violence? Où est la violence? C'est se lever. Au César, elle était extrêmement forte. Excusez-moi, mais c'est se lever et partir pour dire qu'on n'est pas d'accord.
Ça, c'est violent pour vous, mais par contre, des viols, des harcèlements, les agressions, ce que vivent en majorité... Oui, mais là, c'est sacralisé. Ça ne nous dérange pas, mais vous plaisantez. Évidemment que ça nous dérange. Vous croyez qu'on est pour? Nous sommes absolument contre et nous nous battons contre. Là, le problème, c'est que c'est sacralisé autour d'une personne qui est Polanski. Et franchement, si on avait été au Moyen-Âge, on lui aurait fait subir le supplice de Damien à cet homme. Pourquoi? Parce qu'on lui a remis en 2020 le César du meilleur réalisateur. Excusez-moi, mais quel message on envoie à nos générations? Quel message on envoie aux féministes? Quel message on envoie à toutes les victimes? Quel est le rapport? C'est que de célébrer... C'est un point de vue de droit ou un point de vue moral? Eh bien, justement, il se trompe de colère. C'est un point de vue moral. Et bien sur sûr, un artiste. on n'est pas... Parce que, si vous voulez, les Césars, parce qu'à ce moment-là, vous allez interdire les expositions c'est pas le Gauguin. tribunal. Non, et mais vu qu'elle n'a pas fait son interdire les boulot et que expositions Polanski Gauguin. fait encore des films, forcément, il y a un moment, les gens réagissent. En fait, c'est symptomatique du monde du cinéma, où les violences sexuelles... Alors, pas que le cinéma. On parle de Polanski, là. Oui, mais Polanski, ou même vous écoutez Malcy Catlino. Elles sont encore pléthores dans le monde du cinéma. On peut aller voir, par exemple, il y a une page internet qui s'appelle Paye ton tournage, où on voit que quel que soit le niveau auquel on se trouve, on peut subir ça. On a bien vu dans les réactions qu'il y a beaucoup de personnes du monde du cinéma en position de pouvoir qui balayent d'un revers de la main et méprisent les personnes qui dénoncent ces agressions. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire à la place de la justice tout ce qui était... Enfin, je ne peux pas juger des affaires à leur place. Par contre, c'est un fait que s'il y en a autant qui sont dénoncés, c'est qu'il y en a énormément qui sont réels. On ne peut pas non plus nier cette réalité-là. Et donc, on parlait de personnes qui empêchent de parler. Vous en avez évoqué quelques-uns. Moi, je pense aussi à... Olivier Carbone, directeur de casting, qui a... selon lui, selon des sources sûres, on voudrait bien savoir lesquelles, annoncer que la carrière d'Adèle Haenel serait finie parce qu'elle aurait une carrière morte, parce qu'elle a dénoncé des violences qu'elle a subies. Parce que ce que vous critiquez, cette tribune, vous dites, en fait, elle existe. Mais avant, c'était uniquement les hommes de pouvoir qui pouvaient eux-mêmes, sans justice, sans rien, décider de telle carrière de telle personne, de telle femme. Elle existe, en fait. Et là, vous dénoncez juste parce qu'aujourd'hui, les femmes se la réapproprient. Mais elle existe, en fait. Ça a toujours été... il y a toujours eu chacun peut exprimer son point de vue, des polémiques, etc. Donc, je vois pas en quoi elle vous dérange plus. Non, mais attendez, moi je ne veux qu'une chose, c'est que 2020 soit féminin. Et soit l'année de notre féminisme à tous, mais beaucoup plus nuancé que vous le faites. Et on en reste là. On arrivera à une nuance. Merci. Je le souhaite aussi, bien sûr. Merci. Oui, très rapide parce que... Ouais, juste un mot pour les militantes féministes qui, samedi dernier, ont été violentées par la police et dont 2 sont auditionnées vendredi à 14h dans le commissariat du 11e. Donc il y a un appel à rassemblement si vous voulez venir les soutenir. Merci beaucoup Malcy Catlino. Merci à vous Delphine Meillet et merci à Julia Pietri d'avoir accepté de débattre.